Bonjour Béatrice. Bonjour Bertrand. Merci de nous recevoir une fois de plus chez vous. Le mois dernier, nous avons parlé de vous. C'était très intéressant d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous allons, donc à un mois du festival, nous allons parler théâtre. Alors vous êtes entré à la Comédie Française en 74, vous avez été nommé sociétaire en 79 et vous avez quitté la Grande Maison en 84. Vous avez joué tous les rôles du répertoire, les grandes héroïnes du répertoire, Sylvia, Le jeu de l'amour et du hasard, Marivaux, Célimène, entre autres bien sûr, Molière, Chimène, Le Cid, Corneille, On ne badine pas avec l'amour, Camille, Musset et bien sûr Hermione, Andromaque, Racine. Et pourtant, votre premier grand choc, on pourrait dire avec tous ces personnages, c'est déjà un choc, mais non, le premier grand choc que vous avez connu, c'est votre rencontre avec Jean-Paul Roussillon. Vous dites, il m'a appris à lire. Vous pouvez nous expliquer? Alors, qu'est-ce que ça veut dire apprendre à lire? Qu'est-ce que ça veut dire lire? Ouais. Eh bien, je peux certifier que je ne savais pas lire avant de le rencontrer. Et je n'étais pas la seule, puisque les professionnels de la Comédie Française, qui étaient quand même là depuis très longtemps, sortaient des répétitions absolument bouleversés par ce qu'ils découvraient dans le texte. En l'occurrence, pour donner un exemple concret, dans Le jeu de l'amour et du hasard, un personnage, le personnage principal féminin, qui s'appelle Sylvia, va être mariée. Et elle a l'idée extravagante de vouloir voir la personne à qui on la marie, puisque ce sont des mariages arrangés. De son côté, son amoureux, celui à qui elle est destinée, par ses mariages obligés, dit qu'il aimerait bien la voir. Et tous les deux, sans se concerter, décident de prendre leurs valets pour les déguiser en maîtres et se présenter en valets eux-mêmes, pour voir. Cette originalité et surtout ce désir profond avait une double résonance. La première, elle était personnelle, sensible. Je ne veux pas être mariée à n'importe qui, ce qui était déjà une extravagance pour l'époque. Oui. Je veux voir à qui j'ai affaire. Oui. Et ça partait donc d'une peur, d'une émotion extraordinaire, qui est écrite. Je ne l'invente pas, c'est écrit. Et la deuxième, elle est politique, puisque ça venait à l'esprit de personne de se déguiser en valet. D'autant que le valet, il n'a pas les habitudes qu'ont les maîtres. Donc ça crée des déséquilibres, ça crée des situations scabreuses, complexes. Et ça, c'est dans le texte de Marivaux. Je peux vous garantir qu'avant Roussillon, je n'ai jamais vu ni pu comprendre ça, parce que ça n'a jamais été lu. La dimension politique, surtout, c'est ça? La dimension politique, elle coule de source. Avec ses explications. Avec ses ressentis. Quelqu'un qui dit à son valet tu fais tout de travers, c'est insupportable, etc. C'est normal que ce soit insupportable. Le valet ne peut pas savoir comment se comportent les maîtres, il peut les voir, mais il ne peut pas le faire de lui-même. Tout ça était dans le texte. La petite jeune fille qui dit au départ, à la fin du premier acte, de la première scène où elle dit tout le temps j'ai peur, c'est tout le temps dit. Elle dit à sa petite, le premier mot, je peux vous dire que simplement ça, le lire ça, mais encore une fois, elle dit à sa suivante, mais encore une fois, de quoi vous mêlez-vous? Pourquoi répondre de mes sentiments? C'est à moi ces sentiments-là. Vous savez rien sur le mariage. Tout le développement de cette première scène, c'est précisément cette peur. Donc ça se joue d'une certaine façon, la peur. Quand je voyais Le jeu de l'amour et du hasard à la Comédie Française, ou quand je l'ai vu dans des mises en scène multiples et variées, j'ai toujours vu une discussion. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Comment? Vous n'êtes pas contente? Qu'est-ce qui vous... On dit que votre futur est le plus bel homme du monde, par exemple. Et moi, si je vous dis, vous allez vous marier à une fille, c'est comme ça, c'est la convention.
Si je vous dis, mais c'est la plus belle fille du monde, pourquoi vous hésitez? Vous allez peut-être me dire, Béatrice... peut-être mon mot à dire quand même. Oui, vous avez peut-être votre mot à dire. Eh bien ça, c'est politique, mais ça n'est pas... Ça part pas de la politique, ça part du ressenti. Attendez d'abord que je ressente ce que vous me dites. J'ai peur. Il y a des tas d'endroits au monde où on marie les filles par force. Bon, il se trouve que dans Marivaux, c'était la première fois. Et pourtant, j'avais travaillé la scène et j'étais même passée au conservatoire avec cette scène. Eh bien, personne ne le lisait. Personne ne lisait ce qui était écrit. Donc, quand elle dit « je voudrais le voir, l'examiner un peu, sans qu'il me connût », c'est d'abord extraordinairement beau. Ensuite, c'est une manière... La lecture, ça veut dire passer par son émotion. Ça ne veut pas dire lire, parce qu'on peut lire des tas de bouquins en ne comprenant absolument rien. On lit vite fait, quoi. On lit pour avoir lu, on lit... et on plaque sur la lecture quelque chose qui n'est pas dans le texte. C'est très difficile d'être dans la lecture, on ne peut pas être dans Marivaux non plus, on ne sait pas qui était Marivaux, il est mort, et puis voilà. Mais on peut être dans le ressenti du personnage, c'est le plus difficile. Qu'est-ce qu'il ressent? Pourquoi il dit ça? S'il dit ça, c'est qu'il y a une vraie raison, puisque toute la pièce découle de ces premiers mots. Moi, je m'attache beaucoup, en tant qu'actrice, aux premiers mots. Qu'est-ce qui se passe avant? Pour les gens qui font du théâtre amateur, il est très important de se dire qu'est-ce qui s'est passé avant que le personnage n'entre en scène. Quelle est son histoire? D'où il sort? Même les costumes, dans quoi il est habillé. En l'occurrence, dans Marivaux, c'est extrêmement important, puisque en général, les maîtres sont en long, ils se vouvoient, etc. Bon. Et tout à coup, ils sont en cours. Ça raconte quelque chose. On ne peut pas se marrer au sens vulgaire du terme avec Marivaux. C'est beaucoup plus profond que ça. Ce que disait Roussillon, c'est précisément pour moi la grande leçon. C'est-à-dire, les gens riront au même endroit, parce que c'est écrit comme ça. Mais leur rire ne sera pas de la même qualité. On n'ira pas les chercher, on ne va pas appuyer. C'est déjà dans le texte. Mais c'est extrêmement fort, par exemple, d'être toujours dans le jeu de l'amour, puisque c'est là que j'ai appris à lire. Le personnage de la jeune femme Sylvia, donc, qui va être mariée, tombe amoureuse du valet. Elle ne sait pas que c'est le maître, mais elle tombe amoureuse du valet. C'est impossible, c'est inimaginable, c'est insupportable. Elle se fait moquer par son frère, par son père, et elle se révolte. On dit, mais on va le jeter, ton valet, c'est rien, c'est de la merde. Et forcément, elle se révolte. C'est en ça que c'est pas politique, dans le sens où il n'y a pas de réflexion politique, mais c'est politique si on se rappelle bien que c'était impossible, inimaginable. Et si on se rappelle bien que c'était inimaginable, c'est d'autant plus beau et drôle, au sens où c'est d'autant plus violent. Quand on vous entend parler, ça pourrait durer des heures, c'est évidemment passionnant. On se dit, vous êtes resté 10 ans à la Comédie Française. Pourquoi vous êtes parti? Parce que quand on vous écoute, c'est l'air passionnant d'être resté à la Comédie Française. Le regret que j'ai, c'est que c'est l'endroit où on dit les textes. Et moi, je suis une femme de texte. J'aime lire, j'aime redire ce que j'ai lu. Ce qui était contraignant, c'est de ne pas voir ce qui se passait à l'extérieur. Or, la Comédie Française, c'est un lieu extraordinaire où on fait vraiment son métier d'acteur, mais c'est un lieu fermé. Or, il y a des tas d'aventures qui se passent à l'extérieur. Il y a des gens comme Pomera, il y a des gens qui écrivent des choses extraordinaires, qui réfléchissent autrement. Et je me disais, j'avais signé pour 20 ans et ça me paraissait le bout du monde, 20 ans. Parce que vous n'aviez pas le droit de signer d'autres contrats ailleurs, c'est ça? Non. C'est ça. On appartient à la maison. Donc c'est pas faire de film, c'est ça? Si, on peut faire des films, mais on est quand même très très demandé à la Comédie Française. On joue beaucoup. C'est un travail de ruche, hein, c'est ça. Ouais. Donc on est au service du français. C'était quand même à l'époque difficile d'ailleurs.
les gens qui étaient appelés au cinéma, comme Isabelle Adjani, j'y étais à peu près à son époque, ils sont obligés de partir, ou Ninet, Pierre Ninet, Ouais. parce qu'à un certain moment, un tournage c'est 3 mois, donc Ah oui, voilà. donc c'est pas possible de C'est conseiller deux. difficile. Quoi. D'accord, très bien. Et donc vous parlez de... c'est une famille, c'est ça, la comédie française c'est une famille, il y a un esprit de troupe vraiment, vous le disiez, il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. Est-ce que vous avez retrouvé cet esprit de troupe, cet esprit de famille dans d'autres projets? Oui, mais je dirais moins famille Pas pareil, que ouais. troupe quand même. La comédie française c'est une troupe, on est 70, je ne sais plus là, ils sont peut-être 60, mais c'est entre 60 et 70 acteurs. Il y a une hiérarchie qui date de Napoléon, pas de Molière bien sûr, vous imaginez que 60 acteurs et une grosse entreprise quand même, puisqu'il y a une grosse subvention, il y a des costumiers, il y a des perruquiers, il y a... enfin c'est une grosse... c'est une grosse maison quoi, avec des créateurs, avec... donc cet esprit familial, à partir du moment où on joue longtemps avec des gens, on est un tout petit peu, oui, en famille. D'accord. Ouais. Alors quand on est dans la troupe depuis 10 ans, et pour certains 30 ans, c'est certain qu'à un moment donné, c'est là que ça se fabrique, les relations humaines, voilà, tous les échanges, les amours, quelquefois, c'est un peu normal, quoi. Mais j'ai retrouvé ça à d'autres endroits, comme quand j'ai joué avec Belmondo, on avait un petit peu cet esprit familial. D'ailleurs, Belmondo, il est comme ça, avec tout le monde le sait, avec ses anciens camarades du conservatoire. Et puis aussi parce que c'est convivial, c'est joyeux, il fait des fêtes tous les dimanches, il sait faire ça. Ouais. Et puis il y a d'autres endroits, même quand c'est un petit peu moins long, parce que là c'était quand même un an, et puis une tournée, ça fait presque 2 ans ensemble, donc bien sûr qu'il y a quelque chose qui se lie d'assez exceptionnel qu'on ne retrouve pas au cinéma, parce que les tournages sont plus courts. C'est juste une question de longueur de temps, quoi. Alors justement, il y a une autre rencontre qui a beaucoup compté dans votre vie. Vous venez d'en parler, Jean-Paul Belmondo. Vous avez été à ses côtés pour son grand retour au théâtre, c'était en 87, Kim, Jean-Paul Sartre, Robert Hossein à la mise en scène, et puis jusqu'à la puce à l'oreille en 97. Et pourtant, j'ai vu que ça a failli mal tourner entre vous, mal commencer entre vous. Vous pouvez nous dire, c'est un problème de coup de fil qui a mal tourné, il vous aurait raccroché au nez, vous lui avez raccroché au nez, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai raccroché. Oui. Bah non, parce que à cette époque-là, je connaissais bien Pierre Vernier, il cherchait ce personnage de la comtesse, Robert Hossein, et Belmondo n'avait aucune raison de me connaître. Vous l'aviez vu dans le tournage de Lelouch? Ah non, c'était bien après le tournage. C'était après, Les Misérables. Itinéraire. Non, c'était Itinéraire. C'était beaucoup plus tard. D'accord. Voilà, Pierre me dit, comme il a coutume de le faire, il faisait des blagues souvent, donc il me téléphone, je te passe Jean-Paul Belmondo. Allô, j'entends, allô. Bon. J'ai dit, je suis Jean-Paul Belmondo. J'ai dit oui, d'accord, c'est ça. Moi, je suis la reine d'Angleterre. Moi, je suis la reine d'Angleterre, donc je raccroche. 3 minutes après, il me rappelle, il me dit, je suis vraiment Jean-Paul Belmondo. Alors j'aimerais vous parler parce que j'aimerais que vous jouiez avec moi et que j'ai fini par le croire. Voilà. Mais oui, bon, ça c'est des petites... c'est des petites anecdotes. Vous savez, c'est normal qu'on raccroche quand on se dit je suis le président de la République ou je suis... voilà, on ne croit pas, quoi. Alors, on a beaucoup parlé de la comédie française, moins du théâtre privé. Pour vous, est-ce que ce sont deux mondes si différents? Est-ce que ce sont deux mondes qui sont si inconciliables que ça? C'est pas inconciliable, mais c'est très différent parce que il y a un théâtre subventionné et puis il y a un théâtre, comme son nom l'indique, privé, où il est difficile de trouver l'argent. Donc, c'est pas du tout inconciliable. Pour moi, les acteurs qui sont au privé et qui vont à la comédie française sont les mêmes. Leur exigence est la même.
leur travail est le même. Si on avait engagé Michel Galabru, qui était un immense acteur et qui jouait plutôt dans le privé à la Comédie Française, il aurait été le même acteur voilà, éblouissant. C'est juste d'où vient l'argent, c'est extrêmement simple. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on joue? Le public d'aujourd'hui va demander plus de pièces comiques dans le privé, oui. Qu'il n'ira en chercher dans le subventionné. Les places au subventionné sont moins chères, donc il veut bien consentir, et c'est pas le même public. C'est pas les acteurs qui sont différents, c'est le public. Et il veut bien aller à la Comédie Française, entendre une pièce peut-être moins drôle, parce que voilà, à la Comédie Française, on est un petit peu dans l'antre sacré du théâtre. Donc les gens qui vont à la Comédie Française, peut-être ne recherchent pas la même patte comique, ne se disent pas, il faut absolument que je ne perde pas mon bénéfice et que je vois des acteurs drôles, que je vois des acteurs connus, que je me déplace pas. Que j'en ai pour mon argent en fait, c'est un peu ça quoi. Oui, mais ça se comprend, hein, parce que si on s'ennuie au théâtre, on s'ennuie quoi. Ouais. C'est sûr que moi je préfère m'ennuyer au cinéma qu'au théâtre. Au théâtre c'est insupportable. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà, moi aussi. Alors, quand on vous demande pourquoi le théâtre, vous avez une formule étonnante. Vous dites « ma vraie identité a commencé à naître sur le plateau ». Vous vous rappelez avoir dit ça? Oui, je le pense toujours, c'est-à-dire que quand même on n'est pas soi-même. Ouais. Sinon j'aurais fait du one-man show ou j'aurais inventé mes textes. Je suis protégée par les textes, par un masque. J'entends le personnage. Je ne suis pas masquée, mais... Enfin, là, ce qu'on comprend, c'est que vous avez, à travers vos personnages, vous êtes découvert vous-même. C'est ça qu'on comprend? Oui. Ben, c'est beaucoup plus facile, dans un certain sens, de porter un personnage qui n'est pas soi, et à travers ce personnage, mettre des choses personnelles. D'accord, oui. Oui, c'est plus facile. Moi, j'exprime la colère, c'est pas ma colère. C'est évidemment la mienne, mais c'est parce que le personnage est en colère. Ça ne m'implique pas personnellement. Si je suis en colère, j'ai plutôt honte de moi dans la vie. Je vis des colères terribles, mais après je m'en veux. Alors que si c'est le personnage, je m'en veux pas. Au contraire, je cherche à être le plus en colère possible. Si je suis atteinte par une douleur de perte, imaginons, par exemple Phèdre, elle a peur d'elle-même, parce qu'elle ne veut pas tomber amoureuse de son beau-fils. Je peux mettre des choses très personnelles sur une petite partie de folie qui m'appartient et qui n'est pas tellement dangereuse parce que ma limite va s'arrêter 2 heures après. Qui a peur de Virginia Woolf, par exemple, qui est une pièce que j'ai adoré jouer avec Jean-Pierre Cassel. C'est un personnage qui me fascinait, que jouait Elizabeth Taylor avec Burton. Et c'est un personnage extraordinaire, puisque c'est un personnage qui s'invente un enfant et qui le tue. Alors ça, c'est la pièce. Hein. Alors là, on est au cœur de l'extravagant, d'une maternité inventée, d'une pulsion de meurtre. Enfin, c'est un peu comme tous les personnages tragiques, quoi. Ah ben, ça va très bien pour moi, ça. Parfait. C'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal avec le comique qu'avec le tragique. Par choix. Ouais. Alors, en 40 ans de carrière, est-ce que votre métier a changé? Et on parlait du public, est-ce que le public a changé pour vous? Oui, bien sûr, tout évolue, tout change. Le métier a changé, moi j'ai vieilli, on ne me demande plus les mêmes choses, ma sensibilité n'est plus la même. Bien sûr, tout a changé, je ne suis plus une jeune première dramatique, je suis une dame âgée qui joue encore des beaux personnages quand on me les offre. Le dernier que j'ai joué, qui s'appelle La Louve, c'est un beau personnage. J'ai rencontré
Oui. à la fin. Mais c'est un beau personnage parce que c'est quelqu'un qui tremble, pardon, qui tremble pour son fils, et à partir de là, c'est toutes les femmes qui tremblent pour leur fils. Enfin, dans ce sens-là, j'entends que c'est un beau personnage. Et voilà, il se trouve qu'en plus le fils c'est François Ier, donc voilà, c'est intéressant de se dire que c'est pas Louise de Savoie, c'est une femme qui ne veut pas qu'il passe à côté de quelque chose d'incroyable, d'inouï. Je vous pose la question parce que j'ai vu une interview de vous assez nostalgique où vous dites finalement aujourd'hui, contrairement à avant, la presse s'intéresse moins, il y a moins d'intérêt pour le théâtre. Ah bah, bien sûr, ah bah, c'est évident. Ils ont déjà moins de place dans les journaux, eux-mêmes, donc ils s'y intéressent moins. Et puis ensuite, ils vont quand même là où ils sont sûrs que les lecteurs vont s'intéresser, c'est-à-dire un petit peu comme est le théâtre privé, ils vont chercher les gens connus pour qu'on on se dise ah, on parle d'un tel, donc vu à la télé par exemple. Oui, par exemple. Oui, mais c'est comme ça qu'est le monde, on ne peut pas lutter contre quelque chose qui existe, et voilà. Après il faut se débrouiller autrement. Alors en parlant du public, c'est important de parler du public, vous dites, moi en tant qu'organisateur de festival je regarde ça avec attention, vous dites qu'un spectacle réussi c'est celui qui respecte l'intelligence du public. J'espère qu'on va respecter l'intelligence du public. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on ne le force pas, surtout dans les pièces comiques. Ça veut dire qu'on fait confiance au public. Dans les mises en scène que je déteste et qui me font mal, en tant que public et même en tant évidemment qu'interprète, le metteur en scène s'autorise à avoir plus d'idées que l'auteur. Alors j'ai envie de dire qu'il écrive, mais pas qu'il prenne un auteur pour lui faire dire autre chose. Quand un auteur est fort, il faut arriver à le jouer. Je n'aime pas du tout le mot dépoussiérer, ça ne veut rien dire du tout, c'est idiot. Mais c'est ce qu'on entend. On a dépoussiéré Molière, on a je ne sais pas quoi fait. Alors, ça, c'est stupide. En revanche, si on a une idée originale, qui par exemple, pourquoi pas, décide que les acteurs soient dans un costume contemporain, ça m'est complètement égal. J'ai vu des tragédiens dans le contemporain, si c'est magnifique, c'est magnifique. Mais que l'idée ne vienne pas avant, justement pour plaire à une certaine presse ou pour faire parler de soi, avant ce qui est écrit. Après, s'il se trouve que l'idée accompagne ce qui est écrit et que ça ne dérange pas, alors voilà, moi ce que je veux voir c'est ce qui est écrit. Parce que toujours pareil, j'aime qu'on m'interpelle sur l'auteur et ce qui est vraiment en lecture, pas en plaquage. C'est beaucoup, hein. Je ne sais même pas comment les gens s'y retrouvent, le public, je ne sais pas. Justement, l'intelligence du public, pour moi, elle est mise à mal quand j'ai vu des mises en scène, je vous garantis que les gens ne comprennent absolument rien. Peut-être qu'en sortant d'une façon mondaine, ils disent c'était super, mais ils sont incapables de dire de quoi ça parle. Le principe qu'on n'a rien compris, on dit c'était intéressant. Oui, ben voilà, c'était peut-être intéressant, mais c'était pas. Ça doit toucher au cœur, ça doit pas. Il faut que les gens puissent dire, par exemple, Vue du Pont, qui était un spectacle absolument extraordinaire, qui se passait aux ateliers Berthier, je ne trouve plus enfin voilà, c'était absolument extraordinaire. J'aurais pu emmener quelqu'un qui n'était jamais du tout allé au théâtre. Et il aurait trouvé son compte, et voilà. Il aurait juste été pris comme moi j'étais prise sans rien connaître. C'était une pièce d'Arthur Miller, c'était voilà, c'était juste un incroyable suspense et ça parlait de tout, de l'émigration, de tout, mais ça ne disait jamais ces mots-là. C'était juste incroyable parce que ça parlait d'abord au cœur.
Pour moi, un spectacle doit parler au cœur. Alors, dernière question de cette interview théâtre. Écoutez, moi je vais revenir sur votre définition du théâtre. Moi, elle m'interpelle cette définition du théâtre. Quand vous demande Béatrice Agélin, c'est quoi le théâtre pour vous? Le théâtre, c'est l'amour. C'est joli, mais c'est bien quoi? Ben ça, exactement ça. C'est-à-dire, un personnage ne doit pas venir avec autre chose en lui-même que de l'amour. Quel est son état amoureux? Ça peut très bien être de la colère, je pourrais même dire. Ça part de quelque chose, de toute façon. Ça part si on prend Feydeau, par exemple, puisque on est dans votre proposition, dans du théâtre de faux rire, Feydeau, ce qui est passionnant au départ, c'est que ce sont des gens qui ne peuvent pas dire la vérité. La vérité, c'est de dire, écoute, j'étais au bal des Quatre-Arts, ou à sa femme, ou bien j'étais là-bas, etc. La plupart du temps, l'imbroglio vient du fait qu'il ne peut pas dire la vérité parce que la vérité n'est pas possible dans un monde... Pas convenable. Pas convenable, voilà. Eh bien, quand on ment, il y a une cascade de mensonges qui suivent, et on le sait bien dans la vie nous-mêmes, que si on ment, ça va entraîner un autre truc. J'ai dit ça, je crois, dans Feydeau, à un moment, je crois bien qu'il dit qu'un personnage chez qui il était est mort. Et puis tout de suite après, le gars en question, qui est mort normalement, arrive et sonne à la porte. Et alors, il faut réinventer un truc derrière. Et donc on est dans une espèce de folie qui devient drôle à force d'être folle, bien sûr. Mais il faut être d'abord sincère. Si le personnage ne peut pas dire, c'est que son état, je dirais, est tel que sa situation personnelle l'empêche de... Donc il est dans un état, il ne peut pas être froid en arrivant. S'il est allé dans un endroit qu'il ne peut pas dire, c'est que quand il met la clé dans la serrure, soit elle est fermée de l'intérieur, soit il rencontre quelqu'un sur le palier, soit il ne peut pas, enfin bref. C'est pas tout à fait un état d'amour, mais c'est un état situationnel qui fait que ça part du sentiment. Ça part pas de la froideur de l'idée. Ça part toujours... Alors moi j'appelle ça de l'amour parce que si j'ai... sincère. Oui, si j'ai interprété ce personnage-là, il s'est mis dans une situation telle qu'il ne peut pas s'en sortir autrement qu'en mentant. Et je ne pars pas de l'idée que ça va être drôle. Je ne pars pas de l'idée. Je pars d'abord du sentiment. Très bien, on va en rester là pour ce deuxième interview et on se retrouve quelques jours du festival en janvier prochain. Merci Béatrice. Merci.